L'objectif de ce module est de vous présenter les méthodes de spécification pour pouvoir construire un logiciel de communication. Dans cette partie, vous apprendrez comment modéliser un système à événements discrets, comment le mettre en œuvre, comment le tester, et ceci, bien évidemment, à partir d'un exemple. Revenons sur le problème de spécification. Un système de communication est un système complexe qui repose sur différents modules communiquant entre eux. Chaque module est vu comme un système à événements discrets et non comme un algorithme qui s'exécute toujours dans le même ordre. On a donc à intégrer le facteur temps puisqu'on va évoluer dans un temps discrétisé. Les traitements seront faits au cours des transitions entre états différents. Pour pouvoir faire un modèle formel correspondant à ce besoin, on va utiliser des automates à état fini. Un automate sera décrit en termes d'état, d'événements entrants, c'est-à-dire ce qui va permettre de sortir d'un état, des transitions, et on pourra également produire des événements sortants qui seront vus à leur tour comme des événements entrants dans un autre module. Quel est donc le principe des automates à état fini? Tout d'abord, nous avons des états. Dans un état, on ne fait rien. On dort, on attend un événement. De fait, l'état permet de repérer le contexte, c'est-à-dire savoir où on en est, ce qui a pu être fait avant, savoir par exemple si l'on est connecté, si on peut échanger des données, ou au contraire, si on n'est pas connecté, si on est dans un état où rien n'a jamais été initialisé. Un événement est dit entrant lorsqu'il est reçu par un module. Il réveille, il va déclencher la transition et on va donc lancer les traitements lors de la transition. Lors des traitements, on pourra éventuellement passer dans un autre état ou revenir dans le même état où on était. Il faut noter qu'un événement est forcément produit par quelqu'un. À ce moment-là, celui qui a produit cet événement, pour lui, ce même événement était un événement dit sortant. Pour résumer, en fonction de l'état où on en est, on peut décider de faire des traitements différents pour un même événement. Prenons par exemple le protocole DHCP. Vous utilisez quotidiennement ce protocole DHCP lorsque vous allez lancer votre machine. Il permet en effet d'envoyer les éléments de la configuration IP à une machine lors du boot. Ce protocole est placé au niveau d'une couche application. Il est appelé par le système d'exploitation. Il fonctionne en deux temps. Lorsque le client, le poste de travail, lance sa connexion, il va formuler une requête pour découvrir un serveur DHCP. Il va envoyer cette requête DHCP Discover en utilisant le service réseau connecté et il diffusera cette requête pour tout le monde. Un serveur DHCP propose alors une adresse IP. Éventuellement, le client peut recevoir plusieurs offres de serveurs différents. Il va donc devoir explicitement accepter une offre en faisant un DHCP request au serveur. Et le serveur pour lequel l'offre a été acceptée devra renvoyer les éléments de configuration. On va supposer que ce service DHCP dispose d'une primitive initRequest qui permet de lancer ce processus de connexion-initialisation et ce processus sera confirmé lorsqu'il sera terminé par un initconf. Pour pouvoir travailler, le protocole DHCP pourra demander à la couche du dessous de se connecter grâce aux événements Connection Request et Connection Confirmation et demander à la couche du dessous d'échanger des données grâce à Data Request et Data Indication. Si on s'intéresse maintenant à la couche mettant en œuvre le protocole DHCP, quels sont les événements entrants? Venant du dessus, on va pouvoir être réveillé grâce à l'événement initRequest. Venant du dessous, la couche du dessous va pouvoir nous renvoyer des informations, par exemple lorsqu'elle est connectée ou lorsqu'elle a reçu des données, connection confirmation, data indication. La couche mettant en œuvre le protocole DHCP va également produire des événements sortants vers la couche du dessous, comme par exemple une requête de connexion et une requête de données. Vers le dessus, eh bien, on produira une confirmation d'initialisation. Alors, quels vont être les états nécessaires?
Tout d'abord, je vais avoir un état repos avant de recevoir la demande d'initialisation. Il va falloir aussi que j'attende que la couche du dessous soit connectée. Il va aussi falloir que j'attende l'offre du serveur et que j'attende les paramètres venant du serveur avant enfin d'être connecté. Vous voyez donc que pour pouvoir traiter cette phase d'initialisation, je vais avoir différents états et je vais devoir maintenant déterminer les enchaînements entre ces états. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de passer d'un état à un autre? Notons que graphiquement, je vais représenter chaque état dans une ellipse. Eh bien, ce qui va me permettre de passer d'un état à un autre, c'est un événement entrant. Par exemple, l'init request va me permettre de passer de l'état repos à l'état où j'attendrai la connexion de la couche du dessous. Puis, quand la couche du dessous sera connectée, je pourrai faire ma demande et j'attendrai l'offre. Lorsque je reçois des données contenant l'offre, j'attendrai les données de configuration. Quand je recevrai des données contenant les paramètres de configuration, alors après je pourrai aller être dans l'état connecté. Que fait-on au cours des différentes transitions? Les traitements nécessaires, dont la production d'événements sortants. Reprenons notre exemple. Lorsque je reçois une demande d'initialisation alors que j'étais dans l'état repos, je vais produire une demande de connexion à la couche du dessous. Lorsque la couche du dessous sera connectée, elle me fera une confirmation de connexion. Je produirai alors une requête de données pour me permettre d'avoir la découverte du serveur. Pour ce faire, on va créer une PCI qui contiendra DHCP Discover et on demandera à la couche du dessous d'émettre cette donnée réduite à la seule PCI. Cette PDU réduite à la seule PCI. Lorsque j'aurai reçu l'offre, eh bien, je vais refaire une demande de données, une data request, qui contiendra le DHCP request. Lorsque j'aurai obtenu les données de configuration, je pourrai alors former un événement qui sera l'initialisation confirmation, la confirmation d'initialisation et le retour au système d'exploitation. Bien évidemment, avant, on aura mis à jour l'ensemble des paramètres. Alors, le principe peut sembler simple, quoique, mais c'est un système très complexe, puisque l'automate va représenter un graphe dont les nœuds seront les états et les transitions seront représentées par des arcs entre les nœuds. Ainsi, le déroulement du processus revient à parcourir ce graphe. Ceci offre donc une grande flexibilité pour définir les différents parcours et permet de pouvoir réagir à de très nombreux types d'événements. Toutefois, il faut pouvoir gérer les risques d'incohérence. Par exemple, peut-on parler avant d'avoir décroché un téléphone? C'est-à-dire, peut-on envoyer des données alors qu'on est dans un état repos déconnecté? C'est-à-dire que le téléphone est raccroché? Bien évidemment non. On ne peut envoyer les données que lorsque le téléphone est décroché. Il faut alors plusieurs étapes, pouvoir se connecter, échanger des données et se déconnecter. On voit donc que la définition correspond à différentes étapes de traitement. Que doit-on décrire? On peut tout d'abord spécifier les interactions avec la couche du dessus. On va parler alors de l'automate du service qui dit ce qu'on fait mais pas comment on le fait. Dans cet automate, on ne présente que les interfaces offertes au niveau N+1. En revanche, lorsqu'on dit ce qu'on fait et comment on le fait, on décrit l'automate de protocole, c'est-à-dire l'ensemble du protocole, l'ensemble de l'algorithme qui devra être exécuté au niveau N. Il faut noter que l'automate de protocole utilise également les interfaces avec le niveau N+1 et le niveau N-1. Alors, quoi décrire? Vous avez ici l'ensemble d'un automate de protocole. Quels vont être les états qui figureront dans l'automate de service, ce qui est vu par la couche du dessus? Eh bien, je ne vais garder que les états qui vont correspondre à quelque chose qui peut être vu par la couche du dessus, c'est-à-dire l'état repos et l'état connexion. En effet, la couche du dessus ne peut accéder au service qu'avec l'init request et n'aura qu'un seul retour, init-conf. Je ne garde donc que ces états. Repos, init request, et l'état où je vais aboutir, connexion, init confirmation. Voilà le dessin de l'automate de service. On voit donc qu'il est beaucoup plus simple et qu'un automate de service comporte beaucoup moins d'états qu'un automate de protocole. Comment formaliser cette description? On peut effectivement avoir différentes visions.
Une première solution pour avoir une vision globale et une compréhension simple est d'utiliser un langage graphique. Le langage LDS, langage de description de système en français SDL, System Description Language, est un langage permettant de décrire des systèmes à événements discrets. Ce langage a été normalisé par le CCITT, le Comité consultatif pour les télécommunications. On peut également avoir une description facilitant la validation. Par exemple, recourir à des tables, des listes, définir quels vont être les événements, quels vont être les états. Et à chaque fois, pour chaque paire événement-état, définir ce qu'on doit faire. On peut aussi utiliser une description textuelle avec un langage qui permettra de faciliter la programmation. On peut noter par exemple différents langages comme LDS ou STL. Vous remarquerez que LDS offre à la fois une description graphique et une description textuelle. Alors, nous allons ici nous intéresser plus particulièrement à la formalisation LDS et au graphisme associé. C'est un standard donc du CCITT qui dispose d'une version graphique et d'une vision algorithmique. Parmi le langage LDS, nous garderons que quelques symboles. L'état, une ellipse. Alors, on va simplement l'enrichir avec un numéro qui représentera la variable d'état qui sera stockée, un nom court, voire un commentaire explicatif. Pour sortir d'un état, je vais avoir besoin d'un événement entrant. Je réaliserai des processus, des travaux, des tâches, éventuellement avec des tests ou des alternatives, et je produirai ensuite des événements sortants. D'autres formes d'événements peuvent représenter des entrées ou des sorties internes, voire mettre en réserve certains événements. On obtient alors un dessin de cette forme-là qui représentera l'automate. Vous avez ici, par exemple, un automate avec deux états, un événement entrant, un test, et un traitement pouvant conduire à produire deux événements sortants. Reprenons notre exemple de la phase de connexion. Nous allons maintenant nous intéresser uniquement au côté B, à la couche B du côté initiateur. Si je reprends le cas d'usage standard, je vais essayer de tracer l'automate. On va donc s'intéresser aux interactions entre la couche A et la couche B, qui va être source d'événements entrants ou sortants, et entre la couche B et la couche C, où on va également avoir des événements sortants, mais également des événements entrants. La couche B, au départ, est à l'état repos, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à faire. Elle est réveillée lorsque A va lui demander de se connecter. On va donc avoir une B, requête de connexion, qui va être un événement entrant. Pour pouvoir se connecter, B doit d'abord demander à C de se connecter. B va donc produire un événement sortant qui est la C, requête de connexion. Et on va passer dans un état où on va attendre que C se connecte. Lorsque C sera connecté, il va produire un événement, une C confirmation de connexion. Cette C confirmation de connexion va être vue comme un événement entrant par B, qui va le réveiller. Une fois que B sait que C est connecté, B va pouvoir envoyer sa demande de connexion, bonjour B, en utilisant le service de transfert de données, une C requête de data. B va donc produire un traitement qui va être la préparation et l'envoi d'un événement sortant, C requête de données, avec en paramètre bonjour B. Et B va se rendormir en attendant que le B d'en face puisse se connecter. B sera réveillé lorsque C lui renverra une indication de données, avec en paramètre comment ça va. Puisque le B d'en face a accepté, B pourra alors remonter à la couche A qu'il est effectivement connecté avec B d'en face. Alors, à partir de ce cas, on va pouvoir enrichir le cas d'usage en essayant de prévoir l'imprévisible. Par exemple, que se passe-t-il si C ne se connecte pas, si B ne peut pas se connecter, si la réponse de B n'arrive pas, si C ne peut pas envoyer les données, si la ligne est coupée, si C est planté. Beaucoup de cas. En fait, que se passe-t-il si C ne se connecte pas? Eh bien, au lieu de renvoyer une C confirmation de connexion positive, C va renvoyer une C confirmation de connexion négative. C n'étant pas connecté, B ne peut pas se connecter. On remontera donc immédiatement une B confirmation de connexion négative à A. Traitons maintenant les autres cas. Si B ne peut pas se connecter, si B a refusé, eh bien, on va
former, si B a refusé, C, on va le déconnecter, on formera une C requête de déconnexion et on dira à A qu'on n'a pas pu se connecter. On peut aussi imaginer que la machine en face ne réponde pas ou que C ne puisse pas envoyer les données. C'est-à-dire qu'en cas d'erreur, on va peut-être pouvoir essayer de recommencer. Si j'ai eu des données, j'ai eu un petit problème, indication d'erreur, on va recommencer une fois, on va recommencer 2 fois, puis à 3 fois, allez, 3 fois on arrête, ça fait beaucoup d'erreurs. On déconnecte C et on dira qu'on n'a pas pu se connecter. On peut aussi imaginer que personne ne réponde. Si j'ai un timeout, eh bien on va déconnecter C et puis on repartira en disant que B n'a pas pu se connecter. Vous voyez que là, j'ai commencé à prévoir l'imprévisible. Une fois qu'on a essayé de faire cette première description, on va ensuite résumer l'ensemble dans un tableau où on aura en ligne ou en colonne, comme il vous plaira, les états et les événements. Chaque case contiendra alors les travaux à faire lorsqu'on aura un événement entrant qui arrivera alors qu'on est dans tel ou tel état. On peut également adopter une représentation sous une forme de liste de quintuplets qui permettra de faire une validation globale de la situation. À partir de ces quintuplets, on pourra également générer un réseau de Petri qui permettra, par réduction, de valider ou non le système. On peut aussi avoir un langage algorithmique. Pour cela, j'ai besoin de très peu de choses, des entiers, des caractères, des booléens et des pointeurs. Avec ces types de bases, des constructeurs, je pourrais, avec des tableaux, construire des chaînes de caractères, construire des articles, construire des choses très complexes. Cela me suffira amplement. Pour pouvoir traiter ces automates à état fini, il va falloir que j'ai des instructions d'aiguillage, que je puisse avoir ces tests en fonction des événements entrants et en fonction des états. Je dois pouvoir avoir également des instructions conditionnelles, des affectations, et puis des procédures éventuellement pour des actions, voire appeler des choses pour formaliser les événements sortants. Des choses relativement simples. Alors, comment cela va se passer? Bien, lorsqu'un événement entrant vaut quelque chose, selon l'état, alors on fera tel ou tel traitement. Une fois défini, il va falloir encore tester le système. On a un logiciel qui est constitué de X modules sur différentes machines. Cela fait donc, si on n'a que 2 machines, 2X modules douteux à tester ensemble et en utilisant en plus un environnement matériel largement foireux. Le temps aussi va intervenir, les charges des machines. Donc en fait, il devient très très difficile de tout tester et surtout très difficile d'imaginer que tout va fonctionner du premier coup. On va donc devoir mener différentes étapes pour le test. Valider la conception en validant nos automates grâce à de la logique temporelle ou des réseaux de Petri que vous voyez avec UML, par exemple. C'est complexe car il y a différents modules, tous très complexes, à intégrer. Souvent, on aura une complexité qui dépassera ce que peut faire un résolveur traditionnel de réseau de Petri. Il faut donc commencer à accepter que tout ne sera pas validé au niveau des spécifications. Supposons malgré tout que les spécifications soient justes. Il va ensuite falloir vérifier que le programme, par revue de programme, suive exactement ces spécifications. Et ensuite, on pourra enfin passer par du test en dynamique, essayer de définir des cas de test permettant de passer par toutes les branches, et on devra donc tester module par module, soit de haut en bas, soit de bas en haut.